cas, je pense qu'avec tous ces différents exposés, vous avez compris que l'entreprise est dans une impasse. Et elle est dans une impasse pour des raisons politiques, pour des raisons juridiques et pour des raisons économiques. Également des raisons anthropologiques. Pardon. J'allais presque oublier l'essentiel, ce qui est pourtant l'essentiel. Néanmoins, enfin, je dirais que, vous savez, quand on observe un problème et qu'on ne trouve pas de solution, c'est que le problème est mal posé. Et en effet, on ne pourra pas trouver de solution dans le contexte actuel. Le rapport dont Pascal a fait état, le rapport de Jean-Dominique Sénard, c'est ça, et Nicole Notat, a débouché sur une fumisterie sans nom qui s'appelle Entreprise à mission. Qui est une entreprise qui s'ajoute finalement aux modalités de toutes les autres, mais qui n'apporte rien et qui ne sort certainement pas du cadre, parce qu'en réalité, la mission qui a été donnée à ce rapport était justement de tout faire pour conserver ce cadre encore le plus longtemps possible. Donc on change tout pour que rien ne change. Donc la seule solution au problème de l'entreprise, qui est aussi le problème de l'État et qui est aussi le problème de l'organisation sociale de toute une société, et une société en termes humains, c'est-à-dire en termes politiques, eh bien c'est que nous sommes aujourd'hui dans une impasse en termes d'idéologie, c'est-à-dire de conception du monde. Et on ne sort de cette impasse que par un changement radical de paradigme. Et je vous propose modestement, parce que évidemment, tout le monde peut réagir sur ce projet, mais pour ce qui me concerne, j'ai travaillé sur ces sujets depuis très longtemps, et j'ai élaboré une théorie juridique unifiée de l'entreprise qui répond bizarrement à toutes les données qu'on a entendues aujourd'hui, à toutes ces contraintes, à tous les défis et à toutes les dérives, en tout cas qui peut permettre de résoudre tout ça d'un coup. Donc je vais vous en faire part aujourd'hui, parce que vous avez compris que la multinationale, c'est le vecteur privilégié de la concentration des capitaux et des richesses, que la multinationale, telle que décrite, c'est-à-dire en groupe de conglomérats économiques qui s'appellent groupes de façon formelle, mais qui en réalité sont des entités sous forme de nuages, qui sont reliées entre elles par pas seulement les capitaux, par d'autres conditionnements, et notamment par la contrainte économique, effectivement, qui tient lieu, qui concerne les filières. Donc enfin, tout ça, c'est une vaste organisation qui a été mise en place au fur et à mesure du temps et qui a commencé à être élaborée dans les années 60-70, qui a pris de l'ampleur, évidemment, avec la mondialisation. À partir du moment où vous avez eu l'OMC en 94, tout s'est tout s'est accéléré et amplifié. Donc cette entreprise, elle a été, tout part de l'entreprise, parce que l'entreprise c'est le substrat juridique de base qui permet toutes ces concentrations et qui permet à ces structures de se multiplier, de s'ajouter les unes aux autres, etc. Et ce modèle économique est un modèle de prédation qui fut malheureusement assigné, qui a été le modèle assigné à l'entreprise dès le XVIIe siècle et qui est devenu un modèle d'épanouissement aujourd'hui des plus gros détenteurs de capitaux, lesquels sont en réalité, on trouve, se situent dans ceux qui organisent les réseaux bancaires et financiers. Donc il n'est pas étonnant que ce soit des entreprises, des fonds financiers tels que Vanguard, BlackRock et State Street qui soient finalement au sommet, presque sommet de cette pyramide incongrue de prédation économique. Alors, l'évolution du statut de l'entreprise, ça permettrait de créer des conditions d'un véritable renouveau des interactions politiques, géopolitiques et interétatiques, parce que ces relations sont aujourd'hui endommagées par une incompréhension systémique qui tient au fait que les décideurs apparents de certains États, de la plupart des États des pays du monde, ne sont pas les décideurs réels, qui sont à chercher derrière les décideurs économiques cachés, comme Roland l'a bien expliqué, ces décideurs-là n'ont que faire d'apparaître au grand jour, et surtout ils se gardent bien d'être mentionnés dans un quelconque journal qu'ils détiennent en général, donc ça leur est assez facile de faire disparaître leur modeste contribution à cette prédation générale. En fait, maintenant il faut devenir raisonnable et reprendre les fondamentaux, comme le disait Jean-Dominique Michel. Les fondamentaux sont souvent très simples en réalité, et quand on complexifie, on opacifie à dessein pour qu'on
pour que les gens ne comprennent pas qui sont les véritables acteurs et qui détiennent le pouvoir réel dans cette organisation de type mafieuse, hein. Il faut bien le comprendre, puisque là, on est dans une prédation radicale. Donc la refondation que je propose de l'entreprise doit être vue sous un quadruple aspect. D'une part, le rééquilibrage évident des pouvoirs de décision au sein de la direction. Deuxièmement, une réévaluation du concept d'activité qui dépasse le seul commerce et qui doit impérativement s'émanciper de la notion de travail, comme on l'a vu, comme M. Perger nous l'a bien expliqué. La suppression de l'anonymat de façon à permettre un retour au principe général de responsabilité individuelle, n'est-ce pas, parce que c'est ce qui permettra de lutter contre la corruption endémique, et puis un modèle unique d'organisation juridique de l'activité humaine, quelle que soit par ailleurs la nature de cette dernière, et qui soit sous strict contrôle étatique. Concernant le rééquilibrage des rapports de force, eh bien, il faut comprendre que l'idée de faire évoluer le concept d'entreprise capitalistique vient du fait qu'il faut lui permettre un processus de codécision entre les apporteurs de capitaux et les apporteurs de travail. Pourquoi, stratégiquement, dès le départ, a-t-on permis que la moitié ou l'essentiel des individus qui travaillent à réaliser un objet social ne soient pas considérés statutairement au même titre que ceux qui ne se contentent que d'apporter des capitaux? Les capitaux, certes, sont utiles, mais s'il n'y a personne pour mettre en œuvre ces capitaux pour agir au quotidien dans une entreprise, les capitaux ne donneront jamais, c'est pas un arbre fruitier, vous voyez, c'est stérile en soi. Donc il est inconcevable, quand on réfléchit bien de façon neutre, de se dire, mais on a dès le départ cassé, en fait, on a dès le départ instrumentaliser l'esclavagisme pour le cacher derrière une structure juridique sympathique, mais qui au final ne permet pas à ceux qui travaillent dedans de s'épanouir tel que Jean-Dominique l'expliquait tout à l'heure, avec une certaine marge d'investissement personnel et qui soit sur le volontariat, puisqu'ils sont insérés dans une structure pour laquelle les rapports de décision leur échappent. Donc c'est indispensable. Et revenir là-dessus, je rappelle que ça serait aussi renouer avec l'origine française de la participation, que Pascal a évoqué et que M. Perger également a évoqué. Et cette participation est à rechercher effectivement dans la doctrine sociale de l'Église qui a été développée au cours du XIXe siècle. Mais la transformation de l'entreprise que je propose va bien au-delà de la cogestion qui est inhérente au modèle germanique, notamment matérialisée dans l'idée de mutuelle, et que l'entreprise à mission prétend artificiellement reproduire en France. Donc la simple coopération prônée par le modèle germanique doit céder la place, dans le modèle français nouvellement que je vous propose, à la mise en œuvre d'une réelle alternance dans la direction de l'entreprise entre d'une part ceux qui financent et d'autre part ceux qui œuvrent au quotidien à la réalisation de son objet social. Cette alternance est renforcée par le contrôle strict du groupe qui n'est pas à la direction sur l'autre groupe. Le modèle français ici préconisé distingue précisément les rôles et missions de chaque participant à l'entreprise. Il est notamment explicité la différence fondamentale entre apporteurs de capitaux minoritaires qui sont passifs, qui n'ont aucune voie d'action sur la direction de l'entreprise, et les majoritaires dits actifs car ils ont un pouvoir de direction sur l'entreprise. J'en profite pour faire une aparté pour expliquer que dans les multinationales, vous pouvez être majoritaire avec une part infime de détention du capital, moins de 1%. Quand l'actionnariat est éclaté, la majorité n'est pas une majorité absolue. C'est une majorité relative et ô combien relative. Le pouvoir français, finalement. Bah oui, absolument. Sauf que le pouvoir français n'existe pas, alors que là, par contre, il existe vraiment. Alors, ce modèle, évidemment, doit s'accompagner d'une gestion interne des équipes sur le modèle de l'entreprise libérée, tel qu'il a été notamment élaboré et mis en œuvre par un monsieur qui s'appelle Jean-François Zobrist, que peut-être vous connaissez, et en tout cas qui a rendu public l'entreprise libérée. Voilà. Alors, le rééquilibrage du pouvoir décisionnaire permet une meilleure approche
plus consensuel, plus politique, moins conflictuel, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi une approche qui permettra de rétablir un grand bénéfice, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour la collectivité tout entière, puisque à partir du moment où vous avez une approche structurelle déficiente, qui relève de la conflictualité, c'est non seulement l'objet social qui pâtit de cette conflictualité, mais la société politique tout entière, puisque en réalité c'est un frein au développement, à la créativité et au développement de l'entreprise, au sens non pas juridique qu'elle revêt aujourd'hui, mais dans le sens conceptuel, philosophique que le mot entreprendre laisse envisager. Les enjeux ici identifiés sont doubles, à la fois pacification des rapports sociaux et amélioration de l'efficacité économique et politique. Si le développement de l'activité économique bénéficie à la seule entreprise, sa réalisation revêt un caractère politique et social, car la fluidité et le dynamisme économique profitent à toute la collectivité au sens politique du terme. Alors, le projet qu'on connaît aujourd'hui, l'entreprise telle qu'elle résulte aujourd'hui, est finalement antinomique avec toute notre histoire juridique française, l'histoire du droit français. Et cette harmonisation des rapports économiques aura pour conséquence immédiate un retour à la tradition juridique française, notamment proclamée au moyen de l'équilibre des pouvoirs cher à Montesquieu, équilibre qui fut volontairement rompu par la mise en œuvre du projet capitaliste d'origine hollando-britannique, issu de l'époque des grandes découvertes, et mis en œuvre par les grands financiers à l'origine du développement des premières compagnies des Indes, lesquelles furent hollandaises et britanniques. Britanniques d'abord, hollandaises ensuite. Ce projet fortement inéquitable s'est imposé à tous parce que les grands financiers qui en étaient à l'origine étaient les seuls à comprendre et maîtriser les enjeux des règles économiques qu'ils élaboraient dans le silence de leurs bureaux feutrés. N'ayant aucun opposant, aucun adversaire et par voie de conséquence aucune confrontation, ils ont pu aller le plus loin possible dans l'imposition à tous de leur position hégémonique, c'est-à-dire qu'ils ont pris un pouvoir politique, le pouvoir d'imposer leurs intérêts particuliers à toute la collectivité. C'est ainsi que le droit positif des pays européens a imposé le partenariat public-privé dont on parle sans arrêt aujourd'hui et dont le seul objectif est fut dès le départ de systématiser la privatisation des profits et la nationalisation des pertes économiques, menant de facto et contre toute notre tradition civilisationnelle le principe d'accaparement au niveau d'un principe supérieur du droit. Nous parlons ici du modèle qui est un pur contre-modèle de droit commercial au maritime à l'origine de ce qu'est devenu le droit anglo-saxon depuis l'époque où Olivier Cromwell a officialisé sa volonté politique, volonté menée par les grands banquiers financiers de l'époque. Toutefois, l'ère du monopole de la compréhension des règles économico-juridiques techniques est aujourd'hui terminée. Beaucoup de gens sont actuellement capables de comprendre et mesurer les enjeux économiques mais aussi politiques et les inéquités qui ont et continueront mécaniquement d'accompagner cette méthode asymétrique, disproportionnée, instable d'organisation des relations humaines. La raison principale pour laquelle il importe de rééquilibrer intrinsèquement le pouvoir décisionnaire au sein de l'entreprise est que ce rééquilibrage, beaucoup plus qu'une simple option, est la seule voie pour changer le paradigme sociétal. Il s'agit d'ouvrir les yeux pour considérer la réalité du tableau, le paradigme actuel organisé autour de monopoles économiques et déficients et générateur à l'infini non seulement d'inéquité mais également de guerres internes et externes. Pour revenir au substrat de l'entreprise, il faut considérer que sa raison d'être, sa raison d'être, qui aurait dû rester celle-là, est d'exercer une activité à titre professionnel, c'est-à-dire à titre habituel et répété. Sa vocation d'être n'est pas d'exercer une activité politique de type absolutiste. L'entreprise est fondamentalement une méthode d'organisation collective de l'exploitation d'une activité. Cette organisation est matérialisée par une entité juridique. Il importe de considérer donc le sens précis non seulement des enjeux, mais aussi qu'est-ce que juridiquement et qu'est-ce que ça induit juridiquement. Et en particulier, qu'est-ce que cette entreprise, comment faut-il comprendre l'activité qu'elle est chargée d'organiser finalement. Donc j'en arrive à la deuxième partie qui concerne l'activité humaine, puisque l'entreprise telle que je la propose organisera toute activité humaine, peu importe que celle-ci réalise ou non un travail.
Les multiples progrès techniques et en dernier lieu, les avancées de l'intelligence artificielle ont pour conséquence une perte d'employabilité humaine. Or, la valorisation humaine dans la société politique a, sur le modèle et à l'instigation de la valorisation humaine dans les sociétés commerciales, été abusivement assimilée à la quantité de travail fourni par chaque employé, chaque salarié au profit des détenteurs de capitaux. L'effet le plus grave de cette évolution, qui est en réalité une involution, c'est qu'on a assimilé l'homme à la quantité d'activités lucratives qu'il produit. Et c'est une dépréciation radicale de l'homme et de sa place dans la société, une négation du cycle naturel de l'organisation sociale. Pour résumer, les évolutions technologiques successives ont mis en lumière l'ineptie conceptuelle ayant consisté à assimiler l'homme au travail qu'il fournit. Travail dont le résultat a été par ailleurs essentiellement capté par les propriétaires de capitaux. Prendre en compte les évolutions techniques est donc le moyen de réévaluer la place de l'homme dans le processus de création de richesse, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, c'est-à-dire in fine dans son rapport à l'activité. Ce faisant, nous en venons à réévaluer l'inadéquation de l'offre juridique en termes d'entreprise aux besoins d'un sain développement économique, social et politique d'une société humaine. Je rappelle que le dictionnaire Robert définit le travail comme un ensemble d'activités organisées en vue de produire, que le Larousse définit le travail comme une activité appliquée à la production, que par contre, le Robert définit l'activité comme la faculté ou le fait d'agir, et le Larousse définit l'activité comme la faculté, une puissance d'agir. Donc le terme travail, qui s'applique autant à des individus qu'à une entreprise, est spécieux. Il correspond à une conception utilitariste de l'activité humaine, consistant à assimiler cette activité, dont le moteur est par principe immatériel, à la production qui est de nature matérialiste. Dans ce contexte, le travail humain sera implacablement remplacé par la machine, éventuellement dotée d'un certain pouvoir d'initiative, ce qui nous amène à la conclusion que l'homme n'a plus sa place sur Terre. En revanche, l'activité humaine en tant que faculté d'agir est liée à la créativité et au libre arbitre propre à l'homme. Indépendante de toute productivité, l'activité humaine existera tant que l'homme sera présent sur Terre. Donc l'activité conserve à l'homme sa place, tandis que le travail est une impasse aboutissant à nier l'utilité de l'homme au-delà de ses seules réalisations matérielles quantitatives. En conséquence, prendre note des avancées technologiques permet de repenser la place de l'homme dans l'entreprise et au-delà, la place de l'homme dans toute la société humaine. Les avancées de la science permettront en définitive de remettre l'homme au centre de la règle de droit et de l'organisation sociale, ce qui est sa position naturelle et évidente étant donné que l'homme écrit la règle et que sans homme, il n'y aurait jamais eu de règle. L'homme est au centre de la règle de droit et c'est aussi sa position naturelle historique en droit continental, lequel s'est historiquement organisé et structuré autour du droit naturel. Rappelons au passage que le droit continental est à l'exclusion du droit anglo-saxon, à l'origine de ce qu'on a appelé la civilisation européenne. Si on remplace le terme travail par le terme activité, on remet nécessairement en cause le statut de salarié et plus largement tout statut d'employé qui correspond à une catégorie de gens au service exclusif d'une autre catégorie, qui fut celui de la majorité des humains sous le règne de l'entreprise tel que conçu depuis les compagnies des Indes. Remplacer le terme travail par activité humaine permet de réaligner les notions d'activité et d'objet social, puisque l'objet social ne sera plus exécuté par les uns au seul profit des autres. Il n'y a aucune raison légitime de faire une distinction de nature entre l'activité humaine individuelle et l'objet social, qui est la formalisation d'une exploitation collective de l'activité. Autrement dit, une même activité peut être mise en œuvre soit par un individu isolé, soit par une entreprise, sans que la nature de cette activité en soit altérée. Rien ne justifie de qualifier différemment une même activité selon qu'elle est exploitée sous forme individuelle ou sous forme collective. Il résulte de ces considérations que nous proposons de remplacer d'une façon générale le terme travail par le terme activité, ainsi compris les apporteurs de travail, justement, qui sont à l'origine de la participation, deviennent des exploitants d'activité, autrement dit des individus disposant de leur libre arbitre, qui mettent volontairement, sans contrainte productiviste et sans suggestion hiérarchique statutaire artificielle, leur activité au service d'un objet professionnel déterminé par l'objet social de l'entreprise. Le troisième élément de la réforme de l'entreprise, c'est la suppression de l'anonymat capitalistique et le retour corrélatif de la responsabilité individuelle, parce qu'effectivement les deux vont ensemble. Afin de donner sa réelle profondeur à la réforme, il est tout à fait indispensable de rendre apparent ce qui est caché, de rendre public les réels détenteurs de capitaux qui sont les bénéficiaires finaux de l'activité économique, au même titre que le sont les exploitants d'activité, eux
aussi appelés apporteurs de travail, mais qui, eux, sont connus. Donc il y a une asymétrie entre les gens qui travaillent pour réaliser l'activité, qui, eux, sont connus, et ceux qui en bénéficient, qui sont systématiquement cachés. Donc il faut mettre un terme à cette asymétrie. Cette transparence renouvelée permettra d'affecter à chacun des groupes participants à l'entreprise le pouvoir juridique et la responsabilité corrélative qui lui reviennent, tant à titre individuel qu'à titre collectif. Donc on réhabilite ainsi le concept de responsabilité individuelle clairement identifié de chaque participant en supprimant l'anonymat. Chaque membre de l'entreprise a des droits et des devoirs relativement à l'organisation juridique de cette dernière. Le détail de ces rôles est décrit dans mon livre « La nouvelle entreprise » que je propose de dédicacer à la fin de ce colloque et qui établit clairement les relations entre les participants les uns et les autres. Les entreprises sont... Dans ce nouveau modèle, les entreprises sont de taille limitée, à la fois en nombre de participants, en capitaux investis et produits, ainsi qu'en sites d'activité autorisés. Cette nouvelle entreprise se conçoit dans le seul cadre national. La nationalité de l'entreprise impose des règles impératives d'ordre public édictées par l'État. En contrepartie, toute implantation de l'entreprise à l'étranger, elle-même limitée à la fois en termes de sites et de capitaux, bénéficiera de la protection diplomatique de l'État. Parmi les règles impératives d'ordre public édictées par l'État se trouve l'interdiction de cumuler différentes entités juridiques permettant d'aboutir à un schéma d'opacité quant aux donneurs d'ordre et bénéficiaires finaux des montages. Se trouve aussi la limitation des intervenants, qu'ils soient apporteurs de travail ou de capitaux, ainsi que leur identification précise et nominale dans les statuts publics de l'entreprise. Chaque individu ne peut intervenir au choix, soit à titre d'apporteur de capitaux, soit à titre d'apporteur de travail, que dans un nombre limité d'entreprises. Les conséquences de cet aspect de la réforme proposée de la structure capitalistique de l'entreprise sont d'ordre politique et géopolitique. Il s'agit pour les États de récupérer leur capacité de réguler l'économie et par voie de conséquence de reprendre en main leur souveraineté juridique et économique. Cette réforme rendrait aux États la capacité de contrôler les entreprises, alors qu'actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les multinationales qui ont tendance à contrôler tant les États que les institutions internationales. On a vu ça en début de colloque. Enfin, le dernier élément de cette réforme, le dernier élément tout à fait structurel de cette réforme, c'est que l'entreprise devient une forme unique d'organisation économique et sociale en tant que personnalité professionnelle. La nécessité d'organiser la vie collective, y compris dans sa composante économique, ne doit pas occulter l'objectif de toute collectivité qui est son développement. Satisfaire cette exigence nécessite que soit définitivement clarifié le statut juridique de l'entreprise. L'entreprise ne doit pas être considérée comme une personnalité morale qui n'a aucun sens, mais elle doit reprendre sa fonction propre qui est de personnalité professionnelle. Cette personnalité professionnelle existera à côté de la personnalité juridique individuelle et disposera d'un patrimoine professionnel qui aura la nature d'un patrimoine d'affectation qui sert à réaliser l'objet social, qui est le but de l'entreprise. L'objet social est la justification ultime de l'existence juridique de la personnalité professionnelle. La nouvelle entreprise, forme unique d'organisation professionnelle, a pour finalité de remplacer utilement tous les types d'entreprises civiles, commerciales, fondations, coopératives, associations et mutuelles y compris. La multiplicité des formes juridiques actuelles est tout à fait contre-productive si l'on considère l'objectif du développement économique et non pas l'enrichissement illimité et inepte de quelques personnes, mais si on considère que l'objet de l'entreprise, c'est le développement non seulement d'elle-même, mais de la collectivité dans son intégralité, et non pas seulement l'enrichissement inique de quelques personnes qui seraient cachées, qui seraient au surplus anonymes. Il faut bien comprendre que la complexité de la réglementation de l'entreprise actuellement en vigueur est en réalité une arme destinée à maintenir sous contrôle les PME de façon à éviter que le foisonnement de la créativité humaine ne porte atteinte au concept d'accaparement qui émane de toute l'organisation économique actuelle. Et ça fait référence à des choses qu'on a déjà entendues dans l'après-midi. Cette activité humaine nécessite d'être encadrée et coordonnée. On ne doit pas considérer la nécessité de coordination comme un objectif, mais comme un simple moyen de réaliser l'objectif final, qui est le développement de la société politique dans son ensemble, donc de la collectivité. Ainsi, la nouvelle entreprise propose une formule unique d'organisation de l'activité humaine, quelle que soit par ailleurs sa qualification actuelle, donéreuse ou à titre gratuit. Sauf à reconnaître officiellement l'esclavage comme une valeur sociale disposant d'une reconnaissance juridique, aucune activité humaine ne saurait être à titre gratuit.
Toute activité déployée individuellement doit être récompensée par une reconnaissance collective qui prend la forme d'une due rémunération assortie d'un statut adéquat, lequel permet à son tour le développement des échanges. Ce phénomène reste vrai quelle que soit la nature intrinsèque de cette activité, physique ou intellectuelle, productrice de biens ou dispensatrice de services. Il reste à rappeler que l'activité de l'entreprise est matérialisée par le but à atteindre, autrement dit l'objet social. Cet objet social est à la fois la raison d'être de l'entreprise, sa légitimité et le but qu'elle se propose d'atteindre. Et l'objet social dans cette nouvelle entreprise doit interdire structurellement les conflits d'intérêts, à la fois dans sa définition, dans sa désignation. Par exemple, un apporteur de capital ne peut pas avoir par ailleurs une activité incompatible avec l'objet social, et en même temps dans ses moyens, c'est-à-dire par exemple que l'entreprise ne peut pas utiliser pour son développement des capitaux dont la provenance serait incertaine, illégale ou illicite. De facto, sous le nouveau régime juridique de l'entreprise, la multitude d'entités juridiques qui rend très opaque l'ensemble du système, tout en portant atteinte au principe de liberté d'entreprendre, disparaîtra. L'entreprise sera disponible à nouveau pour tout individu souhaitant organiser collectivement une activité. La fin de la complexité des règles juridiques, sociales et fiscales permettra à la liberté d'entreprendre de retrouver son sens, dans le même temps que les énergies de tous seront réellement libérées au profit de l'ensemble des membres formant une nation. Quand je parle de libérer les énergies, je fais évidemment référence à toutes les directives européennes qui sont sorties à partir du début des années 2000 et qui mentionnaient enfin la libération des énergies. Mais il fallait bien comprendre que dans le contexte, cette libération des énergies était celle des multinationales et en aucune façon celle de la créativité des citoyens et des PME. Enfin, pour être... j'ajoute que évidemment tous les services parasitaires qui ont prospéré sur cette complexité entrepreneuriale de mauvaise aloi devront se recycler et exercer une activité non parasitaire réellement utile à la collectivité. Exit les bullshit jobs. Enfin, pour être pertinente et légitime, la notation, si notation il y a, doit être interne à l'entreprise, faite par les différents acteurs de l'entreprise qui sont à la fois acteurs et bénéficiaires du développement de l'activité considérée. Cette notation sera validée ou invalidée par l'utilité sociale de l'entreprise, c'est-à-dire par sa clientèle. La clientèle reflète l'utilité sociale et la qualité des réalisations de l'entreprise considérée. Le régime juridique de la nouvelle entreprise met un terme à la toute-puissance des organismes de notation qui se sont illégitimement arrogés des droits sur le développement de l'activité économique et par ce biais sur le développement des États eux-mêmes. La mise en œuvre de cette nouvelle entreprise pourra être réalisée en 2 temps. Le premier temps consistera à réformer l'entreprise sur la base du volontariat. Les entreprises participantes signant la charte de la nouvelle entreprise mentionnant d'une part respecter tous les principes ci-dessus évoqués, et laquelle entreprise prendra la forme actuelle d'une SAS, et deuxièmement, bannir de leur relation toute personne ou entreprise ayant recours aux paradis fiscaux et toute personne ou entreprise ne respectant pas les normes juridiques exposées ci-dessus. Le second temps consistera évidemment à écrire le droit positif national de l'entreprise dans le sens de la nouvelle entreprise. La suppression du concept de marché international des capitaux devrait suivre dans un troisième temps. En effet, assurer le sain développement d'une nation nécessite que les entreprises ne soient pas mises à l'encan sur des marchés internationaux de la prédation économique. Les entreprises doivent rester attachées à leur nation et à leur objet social d'origine. Il va de soi que la réforme de l'entreprise, qui organise un réel changement de paradigme, se conçoit mieux à l'intérieur d'une réforme structurelle de l'État et de la politique. Et la nouvelle entreprise prend donc réellement tout son sens dans le cadre de la réorganisation politique de l'État autour des groupements d'intérêts, tels que mentionnés dans le concept révolu droit que j'ai développé. Les groupements qui, sur le modèle des corporations d'Ancien Régime, renouvellent l'implication politique de chaque citoyen au sein d'une nation. Et ça, on résout aussi le problème du désengagement individuel des gens dans leur propre vie professionnelle et aussi à titre particulier, à titre individuel. À titre d'illustration, l'interdiction de la multiplication des intervenants d'une même personne des interventions d'une même personne au sein de diverses entreprises sera aisément contrôlable par le biais des groupements d'intérêts, eux-mêmes organisés et structurés de façon autonome. Dans ce nouveau paradigme, organisation rime avec déconcentration des centres de pouvoir, tant au niveau économique qu'au niveau politique et qu'au niveau juridique. Je vous remercie, c'était un peu long, un peu technique, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé.